Bonjour à tous et bienvenue aux experts. Alors pendant une heure, nous allons décortiquer l'information de la semaine, l'information régionale surtout. Au menu, entre autres, les sagas habituelles du piétonnier et des tunnels, mais on parlera aussi de rythme scolaire. Nous passerons également nos deux invités politiques au crible grâce au concours de 4 experts de haut niveau. Il est blogueur d'actu et il écrit des sketchs. Pardon, il n'est même pas le premier dans l'ordre. Je vais rendre tout le monde déjà dingue dans la régie. C'est Marcel Sell, bonjour. Bonjour, Guide. Voilà. Et alors, on va reprendre dans l'ordre normal. Il a Bruxelles dans le sang et dans les ondes. C'est François Heureux de Viva Bruxelles. Bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde. Elle déniche les tendances d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Salma Ouach. Bonjour. Et enfin, il met en perspective la com des politiques et des acteurs de l'actualité. Notre expert en com, Christophe Ginisti, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, notre premier sujet, je vous le dis, est évidemment le piétonnier. En début de semaine, on a évalué le piétonnier après 8 mois d'existence. Eh bien, mardi, dans M, notre magazine, nous avons confronté le Mailleur à des habitants. Et vous allez tout de suite suivre comment s'est passée cette discussion. Et faites attention à une des habitantes qui n'a pas l'air de croire à ce que dit M. Mailleur. Situé où nous étions, donc après 8 mois, nous avons fait une évaluation à la fois du piétonnier et du plan de circulation autour. Je disais donc que pour le piétonnier, on va le rénover, j'insiste. Pour le plan de circulation, ce que les chiffres démontrent, et les chiffres ne sont pas des chiffres qui ont été écrits dans mon cabinet sur un coin de table, c'est Bruxelles Mobilité, ProVélo pour les vélos, Bruxelles Environnement pour la qualité de l'air. Et moi, je me réjouis. Le premier objectif que nous étions fixés, qui était celui d'améliorer la qualité de vie des gens, notamment par la qualité de l'air, eh bien, 64% de moins de pollution par le carbone, c'est quand même un élément fondamental. Et donc, moi, je me réjouis de ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est pas moi qui l'ai produit, il a été produit par Bruxelles Environnement. Donc, je suis très content. Le report éventuel sur les voiries adjacentes. Malheureusement, il n'y a pas assez de capteurs. La région n'a pas doté suffisamment de capteurs de notre ville pour savoir exactement quel est l'impact en termes environnementaux de la circulation. Mais il y a un capteur dans le quartier Sainte-Catherine. Celui-ci indique qu'il n'y a pas d'augmentation de la pollution, alors que partout ailleurs dans la région, la pollution a augmenté. Et donc, les gens de Bruxelles Environnement nous disent « mais votre piétonnier a eu un impact très positif, non seulement sur la zone piétonne, bien sûr, mais aussi sur les quartiers avoisinants, parce que, évidemment, la qualité de l'air s'en est trouvée améliorée, vu qu'il y a moins de véhicules, il y a moins de voitures, et les chiffres qui ont été établis par Bruxelles Mobilité, encore une fois, pas par le cabinet du bourgmestre de la ville, montrent qu'il y a une diminution effective, sauf à un endroit, qui est celui que nous avions choisi pour le report des véhicules, qui est l'axe Boulevard de l'Empereur, Boulevard de l'Impératrice. Pourquoi ? Parce que ce sont des zones de bureaux, ce ne sont pas des zones d'habitation. Ouais, mais donc... Alors Salma, vous avez suivi cette habitante et ses mimiques. Elle n'a pas l'air de croire une seule seconde à ce que dit Yvan Mailleur. Non, alors elle est juste en train de prouver la théorie comme que 80% du langage passe en non-verbal. Oui. C'était très intéressant. Ses yeux partaient dans tous les sens. Mais j'en reviens pas. Il est pas en train de dire ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle exprime, quoi. Ouais. Et ça dessert le discours finalement d'Yvan Mailleur. Ça. Ah oui, puis en plus les images sont bien faites. Donc au moment où il dit des trucs, on zoome, on voit son visage. On n'a pas nécessairement fait exprès. Oui, en tout cas, ça collait bien, quoi. François Heureux, sur le contenu maintenant. Oui, donc rappelons quand même que l'habitante, c'est Isabelle Marchal, qui est une des chevilles ouvrières, une activiste de la plateforme Pentagone, qui, tout le monde le sait, est très opposée aux piétonniers, tel en tout cas que Yvan Mailleur et son collège l'ont pensé. Maintenant, sur le bilan du piétonnier. Alors, moi, ça m'a un petit peu amusé de voir ces deux chiffres en début de semaine. De 1, dire qu'il y a plus de piétons depuis que le piétonnier est là. Bon, voilà, oui, c'était un peu enfoncer une porte ouverte, me semble-t-il, mais voilà. C'est important. Mais c'est un chiffre, voilà. Et dire... L'air est plus pur sur le piétonnier, vu que les voitures ne passent plus. Ben oui, on s'en doutait un peu aussi. On espère bien que l'air est plus pur sur le piétonnier depuis qu'il n'y a plus de voitures. Donc voilà, ce sont des chiffres qui, ma foi, sont importants à communiquer, mais qui ne disent pas encore grand-chose sur la réussite ou non du piétonnier, me semble-t-il. Là où ce serait intéressant,
mais c'est difficilement mesurable évidemment, c'est tous les autres griefs, de mesurer le sentiment de sécurité ou d'insécurité sur le piétonnier, le sentiment de propreté, ce sont des choses qu'on a beaucoup entendues, les chiffres des commerçants, voilà des choses qu'on aurait pu aussi mettre en avant, me semble-t-il, pour vraiment bien évaluer ce piétonnier dans tous ses aspects. Christophe Génisty, vous, votre avis? Oui, c'est exactement ça. On est dans une séquence d'autocongratulation. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur quelque chose qui ne repose pas véritablement sur des choses qui sont tangibles, parce que ce qui est tangible, c'est pas de dire qu'effectivement, comme il y a moins de voitures, il y a plus de piétons, plus de vélos. Ce qui est tangible, c'est la qualité de vie. C'est, d'une manière générale, les relations urbaines, les connexions. C'est plus difficile à mesurer, ça aussi. C'est pour ça que tant que ce n'est pas mesuré, il faut, selon moi, se prémunir de tout type d'autocongratulation comme ça, aussi rapidement que quelques mois après, qui n'ont en fait qu'une seule conséquence, c'est de faire sourire ou de faire douter les habitants eux-mêmes. Mais c'est pire encore que ça, parce que d'abord, il n'y a pas eu de méthodologie. Ils ont pris des chiffres qui venaient de chez Atrium, Inter-Environnement, Vélo. Les chiffres, en fait, qui les arrangeaient. La première chose à faire avant de faire une étude, c'est de regarder quelles informations on a besoin, Assez honnêtement, ils ont dit qu'ils faisaient une évaluation à partir d'une série de chiffres indépendants. Oui, voilà. c'est ça. C'est pas une étude. Voilà. Oui, mais à ce moment-là, ça n'a aucun sens. Parce que, par exemple, les problèmes que connaissent les gens qui arrivent en bus du sud de la ville et qui vont dans le nord ou inversement, autrefois, ils avaient des arrêts de bus qui étaient proches les uns des autres, si pas les mêmes. Maintenant, ils doivent retraverser le piétonnier. Ça, on n'a pas tenu compte de ça. On a tenu compte, on a en fait pris les chiffres intéressants. Et encore, si j'en crois justement la plateforme Pentagone, ils ont comparé les passants d'un trottoir, avant le piétonnier, aux passants de tout le piétonnier. Donc ils disent de 10 000, on est passé à 27 000, 270%, alors qu'en réalité, il semblerait qu'il y avait 10 000 par trottoir. Donc ça fait 20 000 à 27 000, ça fait plus que 35% d'augmentation. Je vous propose quelques exemples d'écouter les réactions de nos invités, Joël Maison et Gauthier Calonne, qui entrent en studio à présent. Député régional des filles, échevine de l'éducation et de l'enseignement à Uccle, et à ses côtés, Gauthier Calonne, député fédéral et maire, qui lui est au conseil communal d'Ixelles, où il est chef de groupe MR. Donc, alors, tous les deux, vous êtes évidemment plutôt du côté sud de Bruxelles, donc un peu moins du côté du piétonnier, mais vous, quel est le bilan que vous faites de ce piétonnier vu du sud de la région? Alors, Joël Maison, je vais commencer par vous. Alors, vu du Sud et de manière philosophique, sur un plan philosophique, je suis résolument pour un piétonnier. La manière dont il a été agencé, prévu, le périmètre qui a été dessiné me semble tout à fait inadéquat. Je pense qu'on aurait dû très certainement au départ consulter plus largement la population, les riverains, les commerçants, que d'autre part, le périmètre n'était pas tout à fait adéquat. Il me semble, vu du sud toujours, un peu long. On aurait pu ne pas aller jusqu'à Fontenas et s'arrêter à la rue, au prolongement de la rue du Lombard. D'autre part, on aurait pu peut-être réserver un espace piéton dans la rue des Riches-Clairs ou certains endroits près de la place Sainte-Catherine. Et enfin, ça me semble assez audacieux de la part de M. Mayer d'avoir jeté un piétonnier comme ça en pâture, un piétonnier pas du tout habillé. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de la communication, mais je trouve qu'un piétonnier brut comme ça, sans la préparation avec un périmètre sujet à discussion, c'était audacieux et on voit que ça ne recueille pas, et c'est un euphémisme, l'assentiment général de la population et des commerçants. Alors Gauthier Calonne, de votre côté, vous allez venir défendre la majorité PSMR de Bruxelles-Ville? Alors, vu du sud aussi, même si Ixelles est quand même une commune riveraine et elle touche la ville de Bruxelles, donc peut-être on partage la même zone de police aussi, puisque Bruxelles et Ixelles sont dans la même zone de Bruxelles capitale Ixelles. Et donc effectivement, moi je vais un peu rejoindre les propos de ma collègue. Je suis
aussi favorable à des projets ambitieux et on ne peut pas reprocher à cette majorité bruxelloise d'avoir des projets ambitieux pour la ville. À Bruxelles, mais sur depuis quand il n'y a l'évaluation, plus là, de projets ambitieux? Ça fait 20 ans qu'on n'a plus un grand projet comme celui-là. Je pense aussi, peut-être comme certains l'ont déjà dit aujourd'hui, que quand on a un tel projet, ça doit être davantage un projet qui rassemble qu'un projet qui divise. Or, on a quand même l'impression pour l'instant qu'il ne recueille pas l'assentiment général et qu'il y a quand même encore un certain nombre de questions qui se posent, voire d'interrogations problématiques. Je pense à la propreté, je pense à l'habillage urbain, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit particulièrement esthétique. Je pense aussi à la sécurité, puisqu'en termes de sécurité le soir, quand même beaucoup de gens s'en plaignent et sont inquiets. Je pense aux commerçants qui disent que la fréquentation, l'attractivité a fortement diminué jusqu'à moins 30% pour certains commerçants. Et je pense aussi aux riverains qui habitent alentour, qui se plaignent aussi pour certains de la dégradation de leur qualité de vie et du report du trafic dans les rues Question de François Heureux. Donc ça veut dire que vous nous dites que Yvan Mayer est allé trop vite, mais avec l'assentiment du premier échevin et maire Alain Courtois. Donc quelle est la ligne du maire? C'est bien d'avoir lancé une initiative, et je ne le conteste pas, il y avait une phase test, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi tirer les conséquences. Il y a une phase test, après les 8 mois, il faut éviter l'autosatisfaction et l'autopromotion, et peut-être avoir une analyse critique pour justement, comme je le disais, rassembler, fédérer autour d'un projet, plutôt que d'avoir des œillères et de se dire tout va bien Madame la Marquise. Je pense que c'est pas ça que les gens attendent, c'est justement qu'il y ait une réflexion, une concertation plus large pour un projet qui, je le pense, effectivement, peut avoir son utilité dans une ville comme Bruxelles. Gauthier Calonne, à Ixelles, on parle aussi d'un piétonnier, même si maintenant on a l'impression qu'il est remis au XXIIIe siècle, mais chaussée d'Ixelles, il est prévu un semi-piétonnier. Alors là, comment ça se fera, vous allez travailler comme Bruxelles-Ville ou comme une autre commune? Il est évident que l'annonce de ce semi-piétonnier s'est faite 3 jours avant la fermeture du tunnel Stéphanie, qui se trouve dans le même périmètre, à savoir vraiment l'entre-deux portes, donc Porte de Namur, Porte Louise. Et donc effectivement, ce projet qui est aussi un projet ambitieux et qui répond aussi à la volonté de redynamiser cette partie d'Ixelles. Il y avait une volonté de faire un tram 71. Ce tram 71 a été abandonné notamment à la demande des autorités communales, mais en compensation, pour essayer de trouver des solutions aussi en termes de mobilité, on a décidé d'entreprendre ce semi-piétonnier. Est-ce que ça va se faire? Alors, je pense que ça va se faire, mais ça va se faire si et seulement si on a résolu d'autres problèmes, dont le problème du tunnel Stéphanie. L'idée ici n'est pas de créer un nouveau problème. Yvan Mayer a tout de suite répondu pour son piétonnier au niveau de la ville de Bruxelles. Pas question, pas touche. Nous, je pense qu'à Ixelles, on aurait une approche un peu plus pragmatique en disant on ne va pas le faire et créer un nouveau problème de mobilité tant que ce ne sera pas réglé au niveau du tunnel Stéphanie et des tunnels de manière plus générale à Bruxelles. Et à Uccle, est-ce qu'un piétonnier est envisageable, un nouveau piétonnier, avenue de Stahl par exemple? C'est vrai que ça ne circule pas très bien, on en parlait tout à l'heure à Uccle. Donc effectivement, oui, moi je verrais bien toute la commune en piétonnier. Oui. Je trouverais ça assez sympa. Je suis pour, à condition qu'on puisse aller en voiture jusqu'à sa maison et se garer devant. Voilà, mais on peut prévoir un système de minibus électrique peut-être. Oui. Voilà, un pavé dans la mare, voilà, si Armand de Decker m'entend. Non, mais plus sérieusement, est-ce que c'est déjà des solutions qui ont été abordées en collège chez vous? On pratique un semi-piétonnier pendant la moitié de l'année. Donc rue Xavier Debues, c'est vrai qu'on transforme la rue Xavier Debues à certaines périodes de l'année en un piétonnier. C'est vrai que les commerçants sont assez mitigés. Pour ma part, moi je suis résolument ouverte à des zones piétonnes. Donc j'aimerais bien qu'effectivement la commune puisse avoir des petites zones piétonnes. Mais bon, c'est un secret pour personne. Uccle est assez mal desservie en matière de transport en commun et ça circule extrêmement mal. Donc voilà. Il y a énormément de zones 30, même des zones 20. Aujourd'hui, il faudrait penser dans un vaste plan de circulation à des zones 5. Mais voilà, je crois que c'est prématuré. La rue Xavier Debues et le centre d'Uccle s'y prêtent. Bon, maintenant, la rue Xavier Debues est aussi un axe de pénétration. Mais, et puis, il y a des piétonniers de fait à Uccle. Il y a des zones où personne ne se rend jamais. Enfin, bon, vous avez des vastes... celle-là dont on parle. Voilà, exactement. Alors, rapidement, 2 dernières questions sur ce chapitre-là. Christophe Génisty, d'abord. Oui, vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'avoir des projets qui rassemblent. Mais vous ne croyez pas que c'est totalement une chimère en politique, surtout quand on gère ce genre de questions, qui est des questions de la vie, du quotidien, d'avoir un projet qui rassemble. Un projet qui rassemble, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Et surtout, c'est quelque chose, plus on s'intéresse au quotidien, ce qui se passe en dessous des fenêtres et des appartements des gens, plus ça va diviser.
Donc Je voudrais embrayer justement sur cette question-là. Est-ce qu'il est justement tout à fait d'accord avec Christophe. Est-ce qu'il est encore possible, ça fait 20 ans, vous l'avez dit, qu'il n'y a plus de grands projets à Bruxelles, est-ce qu'il est encore possible de lancer des projets autrement qu'en forçant la dose, comme Yvan Mayer l'a fait et Elsamp, en imposant déjà le piétonnier et puis après on l'aménage? Gauthier Calonne, rapidement. Rapidement, je fais de la politique, donc je suis bien conscient aussi au niveau local qu'on n'a jamais 100% d'heureux ou de personnes contentes. Mais en même temps, il faut quand même essayer d'avoir la plus large adhésion possible quand on fait des projets. On fait quand même des projets dans l'intérêt du citoyen, dans l'intérêt des gens. Les projets que vous faites dans l'intérêt des citoyens, vous savez très bien, parce que votre expérience politique vous le dit, que l'adhésion, vous l'aurez une fois que le projet aura été mené à bien et que les gens se seront habitués à ça. D'une part, mais d'autre part, c'est souvent comme ça que ça se passe. On peut aussi les anticiper, je pense. Je crois qu'on peut anticiper les problèmes en dialoguant, en concertant un maximum et en essayant d'avoir l'approche la plus positive possible. Je pense que, et juste pour prendre cet exemple précis, dans le cas de la ville de Bruxelles, ils avaient un projet de parking place du jeu de balle. Oui, il y a eu une levée de bouclier des riverains, de certains commerçants. Non, parce qu'il y a eu une opposition politique. Parce qu'il y a eu une opposition, mais ils sont revenus en arrière, donc il n'y a pas forcément toujours des on n'a jamais su combien d'opposants il y avait. Je vais te laisser un dernier mot peut-être de conclusion, parce que Joël Maison, vous aviez l'air d'être tout à fait d'accord avec cette vision de ces projets politiques un peu chimériques. Mais disons que je vais peut-être aborder un sujet un peu lourd et qui n'est pas typiquement bruxellois, et qui est la peine de mort. On le voit, peut-être la comparaison n'est pas tout à fait pertinente, mais dans les années 70, il y a 80% de la population qui était en faveur de la peine de mort. Et ce n'est qu'après discussion et après tout cet éclairage qui a été fait notamment par Robert Badinter et par les lectures en France, qu'aujourd'hui on en arrive à une proportion de la population qui est infime en faveur de la peine de mort. Donc voilà, c'est peut-être un sujet que je ne peux pas comparer à l'établissement d'un piétonnier. Mais je pense qu'effectivement, il y a un moment donné où le politique doit songer à l'intérêt général, doit songer au grand débat de société. Je ne dis pas qu'il doit imposer ses normes, mais je crois qu'il doit avoir le courage politique de ne pas penser à ses réélections, mais de penser à sa notion d'intérêt public et d'intérêt général. Il y a une vision, certainement. À présent, on va passer à notre intermède scolaire. Dans le futur pacte d'excellence de la ministre Milquet, une idée semble tenir la corde, revoir les rythmes et les durée de journée, les allonger par exemple, histoire de faire les devoirs à l'école. Le débat a été mené sur notre antenne par Sabine Ringelheim dans son magazine M. Alors écoutez ce représentant des parents d'élèves de l'UFAPEC à l'origine de l'idée. On ne va pas se terminer à 9h du soir. Hein. Donc nous, dans notre proposition, on disait ne pas commencer avant 8h30. C'est une question de mise en route. Souvent, c'est 8h pour l'instant. C'est souvent 8h, 8h05, 8h15. Et donc, avant 8h30, quel que soit l'âge, on n'est pas vraiment dispo pour les apprentissages. Donc, commencer par des activités, d'ailleurs, qui mettent en éveil le cerveau plutôt que qui demandent une concentration immédiate. Et terminer vers 5h. En allongeant le temps de midi. Aujourd'hui, le temps de midi, c'est dans beaucoup d'endroits très, très fortement rétréci. Le temps pour manger, c'est encore plus rétréci, parce qu'il n'y a pas assez de place, donc on mange en tournant dans le réfectoire. Donc voilà, rallonger le temps de midi pour qu'en début d'après-midi, il y ait des activités paisibles qui correspondent alors, selon l'âge, aux besoins biologiques que l'on a. Nos grands-parents faisaient la sieste, hein, ils avaient l'habitude de la sieste, ils avaient une connaissance intuitive du rythme biologique et de ses nécessités. Ça concernerait tous les... Donc, excusez-moi, on est un petit moment d'absence parce que ici, l'enseignement, ce sujet des rythmes scolaires intéresse tout le monde, et notamment Joël Maison, qui est échevine de l'enseignement à Uccle. Est-ce que vous êtes prête à allonger les durées de journée dans les écoles d'Uccle, par exemple? J'y suis résolument favorable, et je dirais dans toutes les écoles de la communauté française, puisque pas avoir une vision essentiellement centrée sur le Sud et sur sa propre pratique. Donc je pense que c'est un des grands défis de notre société. Lorsqu'on lit le rapport, notamment sur la pauvreté infantile, on voit certains chiffres absolument hallucinants et accablants, que 40% des enfants n'ont pas de lieu pour faire leurs devoirs et n'ont pas de possibilité d'aide à la maison pour accomplir leurs devoirs scolaires. Que
40% des enfants ne partent pas une semaine en vacances, etc., n'ont pas accès à la culture, au sport. Donc je pense que, outre la sieste qui a été mentionnée dans le reportage dont on n'a pas vu la fin, je crois qu'il est très très important d'allonger la journée scolaire, je dirais jusqu'à 17h30, ce qui ne veut pas dire un surcroît de travail pour les professeurs, puisque le travail serait articulé autrement, qu'on intégrerait dans le temps scolaire des activités artistiques, mais aussi des activités techniques. Pourquoi est-ce qu'on n'initie pas les enfants à l'électronique, à l'informatique, à la programmation, à la menuiserie? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas une dimension polytechnique, surtout à l'enseignement primaire? Et ça permettrait aussi d'avoir un espace réservé aux devoirs, qui se ferait, par hypothèse, à l'école, mais pas toujours avec les professeurs, aussi avec des experts, avec les gens qui aujourd'hui se chargent de l'extrascolaire, en mutualisant tous ces fonds qui sont dispersés à travers plusieurs organismes et qui rendent la journée scolaire aujourd'hui totalement fractionnée. Salma Awash. Moi, j'ai lu des rapports qui expliquaient qu'en fait, on était des mauvais élèves en Belgique et qu'on passait pourtant beaucoup de temps à l'école en comparaison avec les autres pays de l'OCDE. La Finlande, elle, ils ont le moins de temps, ce sont ceux qui ont le moins de temps passé à l'école, pourtant ce sont les plus performants. Alors, donc, en rallongeant, on va être encore plus mauvais. C'est une revue au fond des matières qui vont être vues, donc du type de pédagogie. Est-ce qu'on va être sur une pédagogie un peu plus active, un peu plus centrée sur l'enfant? L'enseignant, comment il s'y retrouve là-dedans? Parce que je comprends qu'il puisse grogner. Et puis après, si l'enfant il reste à l'école jusqu'à 5h30, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des maths avec un enfant à 18h30, mais c'est un peu comme parler à un mec bourré, quoi. Et je veux dire, il n'entend rien. Non, mais c'est vrai, il ne comprend rien. Donc comment ça va s'articuler au fond après tant d'heures passées à l'école, quoi. Alors, il y a 80%, 85%, ça dépend un petit peu des réseaux d'enseignement, des enfants qui restent en garderie au moins jusqu'à 5h30. Donc ça, c'est la première réponse. Donc, on n'est pas la Finlande. La Finlande, elle a un système éducatif où les instituteurs sont triés sur le volet. C'est-à-dire que pour 100 candidats, il y a 10 retenus. Ils font 5 ans d'études et on choisit parmi l'excellence de l'excellence. Et c'est un métier qui est extrêmement demandé. Donc aujourd'hui, on est en pénurie. En Finlande, c'est juste l'inverse. Le pays n'est pas comparable dans sa sociologie et dans sa démographie non plus. Alors, ce qu'on va proposer, c'est qu'on va multiplier, on va travailler par bassin, on va multiplier les collaborations entre les mondes techniques, artistiques et scolaires. La journée de l'enseignant, et l'enseignant le dit assez souvent, il n'a pas terminé à 16h, l'enseignant. L'enseignant, il doit faire ses préparations, il doit corriger les épreuves. Mais ça, il pourra le faire à certains moments. Il restera peut-être un peu plus longtemps à l'école, mais il y aura d'autres acteurs qui viendront, des experts, des artistes, des collaborations avec des académies. Et donc l'enfant ne sera pas plus sollicité, simplement ce sera plus égalitaire, dans le sens où l'enfant pourra faire du sport, de la musique, de la technologie. On est sur la chronobiologie, la chronopsychologie, plutôt qu'un rythme scolaire. Voilà, exactement. On va demander l'avis de Gauthier Calonne là-dessus. Quelle est votre vision? Vous êtes aussi favorable ou plutôt défavorable? Alors, vous savez, moi j'appartiens à un parti politique qui s'appelle le MR, donc Mouvement Réformateur. Donc a priori, quand on propose des réformes, je pense qu'elles doivent pouvoir être... Je croyais que vous étiez pour le mouvement des heures et des aiguilles. Elles doivent pouvoir être analysées et je pense qu'on peut y réfléchir. Oui. Et on est assez ouvert sur le sujet. Mais bon, moi je suis issu d'un milieu d'enseignants puisque mes deux parents étaient instituteurs. Et donc je pense que si on fait ce type de réforme, elles doivent être réfléchies, analysées en profondeur, concertées aussi avec les acteurs de terrain, dont les enseignants. Je pense que le dialogue, effectivement, c'est un outil important en politique. Et au-delà de ça, se dire que ce n'est pas la seule solution, qu'il y a aussi peut-être d'autres choses à réformer dans notre enseignement. On parlait de mauvais élèves, mais se dire peut-être renforcer les enseignements de base et mettre ça dans un cadre plus large. Et je voudrais encore dire une chose par rapport à ça. Effectivement, la société et les rythmes scolaires tels qu'ils ont été conçus à un moment où la société n'était peut-être pas la même que maintenant, les choses évoluent. Joël citait le chiffre de 80% d'enfants qui restent à la garderie, si pas un peu plus. Effectivement, donc il faut pouvoir avoir une adéquation un peu plus large avec les horaires des parents et voir comment on peut mieux organiser les choses, mais je le dis de manière réfléchie et concertée le plus largement possible. Ça, je crois qu'on a bien compris que c'était concerté. François Heureux. J'ai une question toute bête, moi. Qu'est-ce qu'on dit si on passe à l'enseignement jusqu'à 17h30? Qu'est-ce qu'on dit aux 20% de parents qui aujourd'hui ont le temps d'aller chercher leurs enfants à 15h30? Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous ne pouvez plus vous occuper de vos enfants. Faites autre chose. 2 heures par jour, du lundi au vendredi? On leur dit de s'inscrire à l'Académie de musique, de faire des activités artistiques et d'attendre à ce moment-là, de s'occuper, d'avoir des tas de loisirs, de faire des choses agréables. Il y a de moins en moins de parents qui sont dans cette optique-là. Et
à partir du moment où ils conduisent leur enfant à l'académie, eh bien l'académie peut venir à leur enfant. Donc on inverse juste le phénomène, et pour les 80 ou les 85 autres % des enfants qui ne se trouvent pas dans ce cas-là, eh bien ça va être tout profit. Eh bien à un moment donné, il y a la loi du nombre aussi. Dernière question de Christophe Ginisti. On a l'impression, quand on écoute ces débats-là, que finalement on prend les enfants un petit peu comme des souris de laboratoire. C'est-à-dire qu'on essaye des choses, et puis on retricote, et puis on essaye autre chose. Alors que vous disiez tout à l'heure quelque chose de très important, en citant ce rapport sur la pauvreté, effectivement avec ces chiffres affolants, de dire qui montrent que 40% des enfants, pratiquement un enfant sur deux, est en situation de pauvreté. Pourquoi ne traitons pas ces sujets de l'éducation, des temps scolaires, non pas à partir de l'éducation, mais à partir de la famille, à partir de l'organisation des modes de vie, à partir de quelque chose qui serait social, beaucoup plus englobant que simplement le temps passé à l'école? Je ne veux pas nécessairement faire l'apologie de Joël Milquet, mais il faut savoir que dans le cadre du pacte d'excellence, il y a énormément d'organismes, dont des organismes tels que la Ligue des familles, qui sont acteurs dans les travaux de ce pacte. Et justement, c'est par rapport à l'organisation de ces familles, on le sait aujourd'hui, il y a très peu de familles, il y a très peu de parents qui peuvent aller chercher leurs enfants à l'école à non pas 16h, mais 15h20 ou 15h40, selon les réseaux d'enseignement. Et donc, je crois que c'est précisément aussi pour répondre à cette question que vous évoquez là, que l'on propose en tant que politique, parce que bon, moi je suis dans l'opposition à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais j'appuierai cette réforme des rythmes scolaires si elle a lieu. C'est la raison pour laquelle on propose de l'allonger, parce que justement, elle ne se trouve plus, comme disait Gauthier, en adéquation avec le fait que de plus en plus de femmes travaillent, que la majorité des femmes travaillent, et que pour les familles qui ont la malchance de ne pas travailler, eh bien, on se trouve parfois dans des situations de précarité qui ne permettent pas d'apporter une aide aux enfants. Merci. Je crois qu'on a bien abordé ce point, et on voit que l'école et l'aspect scolaire peut mériter vraiment d'y revenir. On va en arriver à ce fameux chapitre tunnel. Alors évidemment, cette semaine, on a pas mal parlé de la commission tunnel, on a parlé aussi du tunnel Montgomery qui devrait rouvrir juste avant l'été, avec des travaux qui vont coûter 500 000 €, détruire une dalle, la reconstruire ensuite. Mais j'ai décidé cette fois-ci de vous montrer plutôt une perle qui vient de nos archives, les archives de Télé Bruxelles. Donc au moment où BX1 n'existait pas encore, c'était il y a 20 ans exactement. Et il y a 20 ans, un journaliste de Télé Bruxelles a interviewé Éric André, qui était secrétaire d'État. On ne disait pas encore émère à l'époque, mais enfin c'était un libéral. Donc, et il était dans un gouvernement Piquet, et il évoquait déjà à cette époque-là l'état des tunnels. Alors on va écouter cette perle d'archives. Pour le secrétaire d'État régional Éric André, plus question de procéder à des super gros investissements, mais plutôt multiplier des micro-investissements afin de répondre aux besoins urgents des Bruxellois. Parmi ces besoins, les tunnels bruxellois dont l'état est lamentable, donc dangereux. Je puis vous garantir que dans les 2 années à venir, la plupart des tunnels de la région bruxelloise, et en tout cas tous ceux de la petite ceinture et des axes qui y amènent, seront rénovés. Reste à savoir si le gouvernement bruxellois aura la capacité financière pour réaliser ne fût-ce que les priorités. Alors voilà, vous l'avez entendu, déjà il y a 20 ans, on peut dire, on se rendait compte de cette situation grave. Il l'a dit lui-même, dans 2 ans, il faudra les rénover. Et la question du journaliste à la fin, c'était de savoir est-ce que vraiment ce gouvernement a les moyens de faire tout cela. Je crois que tout était dit dans ces quelques 45 secondes d'extrait d'interview. François Heureux, c'est édifiant quand même. Oui, c'est édifiant. Et figurez-vous qu'on a fait le même travail à la RTBF en radio. On a aussi retrouvé quelques perles. Par exemple, une chute de panneaux latéraux dans le tunnel du Cinquantenaire dans les années 90, qui ont provoqué d'ailleurs un accident de la circulation. Dans les mêmes années 90, je crois que c'est plutôt vers la fin, des blocs de béton qui tombent dans le tunnel Montgomery. Donc vous voyez, là aussi, nous on a aussi retrouvé nos petites archives, nos problèmes tunnels, qui ne sont effectivement pas neufs du tout. Dès les années 90, on savait qu'il fallait rénover ces tunnels parce qu'ils tombaient en miettes. Et on sait aussi. C'est pas ce qu'on a entendu dans les discours en commission tunnel, c'est plutôt, on a l'impression de découvrir l'importance de la chose. En commission tunnel, ce qu'on a entendu aussi, ce sont les anciens responsables de Bruxelles Mobilité qui ont clairement dit, quand on demandait des sous pour des rénovations lourdes,
au ministre en place, on ne les avait pas. Pour des petits entretiens, ça pouvait passer, mais des gros investissements dans les tunnels, c'était pas sexy, c'était pas porteur électoralement, et donc on ne parvenait pas à les obtenir. Ça, on l'a entendu aussi. Oui, alors là, quelle est la réponse des politiques? On va commencer par Gauthier Calonne. Pas d'argent prioritaire pour la rénovation, plutôt la maintenance. Je crois qu'effectivement, c'est un problème maintenant qui est mis, je dirais, dans la lumière des médias, parce que, bon, il faut quand même reconnaître que là, il y en a plusieurs qui se succèdent à un rythme, je dirais, quasi quotidien, ou en tout cas hebdomadaire, et on voit que quand c'est pas un tunnel dans un côté de la ville, c'est un autre tunnel de l'autre côté de la ville, avec chaque fois le même type de problème. On parle d'infiltration d'eau, de chute de pierre, etc. Ici, c'est un problème de trame, de vibration due au rail de trame. Effectivement, c'est pas un dossier qui est nouveau, et donc je pense qu'effectivement, il faut pouvoir aussi, et ça a été le cas, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place au niveau du Parlement bruxellois. Je pense qu'il y avait une demande de transparence et d'établir finalement les responsabilités. Je pense qu'on peut même encore aller un peu plus loin et demander peut-être à la Cour des comptes si les investissements ont bien été faits tant quantitativement que qualitativement. Mais établir les responsabilités, c'est bien, c'est une chose, mais ce qu'il faut aussi maintenant, c'est trouver des solutions. Trouver des solutions parce que pour l'instant, la ville elle est congestionnée, elle est bouchée. Et moi, je ne suis pas de ceux comme les écolos, par exemple, qui disent fermons tous les tunnels et puis on adaptera le comportement des Bruxellois. Je crois qu'il faut quand même essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Un peu ce qu'ils disent. Joël Maison, d'abord, et puis la parole à nos experts. Je pense qu'on porte tous une responsabilité écrasante, tous les partis, dans ce problème d'occurrence dans la stabilité des tunnels. Bon, je crois que c'est important d'avoir tenu cette commission d'enquête. Il faut savoir qu'il y a une transparence quand même qu'on peut saluer, puisqu'il y a 2500 pièces qui sont totalement ouvertes à la lisibilité de tout citoyen. Donc les travaux de la commission, c'est quand même... Plus la diffusion en direct. Plus la diffusion en direct. Donc voilà... Ça me fait un peu rire qu'on essaye de mettre en lumière les responsabilités des uns et des autres. Les tunnels ont été construits dans les années 50. Je crois qu'en 89, au moment de la création de la région bruxelloise, on n'avait déjà plus aucun document d'ingénieur sur la construction, la nature des matériaux, etc. de ces tunnels. Et les gouvernements se sont succédés, les partis se sont succédés avec des carences, effectivement, sans doute par manque d'argent. Il y a eu de l'entretien, mais il n'y a pas eu de l'entretien en profondeur. Alors voilà, je crois qu'on peut, administration comme politique, on est tous dans le même bain. On a beau se renvoyer la balle, c'est un petit jeu politique, mais je ne crois pas que ce soit vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le master plan maintenant, ce sont les actions maintenant, et c'est le fait que quand même, sur les 10 prochaines années, on va consacrer 10 fois 500 millions aux investissements en général, pas seulement en tunnel naturellement, mais à la STIB, au métro. Donc il y a des moyens, ça vous dire. En tout cas, il y a des moyens qui seront dégagés parce qu'on tire peut-être des leçons de ce qui vient de se passer. Christophe Génisty. Il serait urgent dans cette phase des tunnels qui empoisonnent la vie des Bruxellois depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de passer d'une séquence de communication à une autre. La séquence de communication dans laquelle nous sommes depuis 2 mois, c'est une recherche de responsabilité. Alors vous avez raison de dire tout le monde doit être responsable, quelles que soient les sensibilités, il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. Mais fondamentalement, les gens se fichent un petit peu de ces responsabilités. Les gens veulent des solutions. Et ce qu'il serait utile de faire, c'est de passer d'une séquence de communication où finalement on regarde derrière, où on se regarde les uns les autres, où on a l'impression, les Bruxellois ont l'impression que vous vous regardez les uns les autres, à une séquence où finalement on dit voilà quel est l'avenir, voilà quel est le plan et voilà quelles sont les solutions. Parce que comme vous le disiez, la seule chose qui intéresse celui qui prend sa voiture et qui est coincé à côté des tunnels, c'est quand est-ce que cette histoire va être réglée. Salma Awash. La question, est-ce qu'elle ne va pas un petit peu au-delà? Est-ce qu'on n'a pas à l'époque, il y a eu des tunnels qui ont été créés et on avait un nombre d'habitants et une mobilité qui n'est plus du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, prendre le tram ou prendre le métro, pour beaucoup de personnes, on n'y pense même pas. Le premier réflexe, c'est quand même de prendre sa voiture. Mais ça ne va pas tomber du ciel, mais ça ne va pas tomber non plus avec des réflexions du style il faut arrêter les voitures de société, il y a un moment donné où il y a des gens qui ont besoin de leur voiture. Moi, j'habite à Uccle, j'ai besoin de ma voiture, par exemple. Non, mais enfin, voilà. Marcel Serre. On peut partager la voiture, cela dit. Mais non, mais c'est ce que je fais. J'utilise une voiture, mais une fois par semaine, moi. Mais effectivement, il faut organiser. Non, moi, c'est vraiment la grosse question que je me pose, c'est est-ce que des gouvernements qui changent tous les 5 ans ou dans le passé tous les 4 ans
par défaut, ne vont pas... Ici, c'est le cas des tunnels, mais on pourrait après avoir les ponts, les viaducs, les écoles. L'entretien n'est pas quelque chose qui intéresse le politique en général, parce qu'à la fin, il n'y a rien. Il y a pas, et quelquefois, il se fait même embêter parce qu'on lui dit, mais vous avez mis 500 millions dans l'entretien des tunnels. Là, maintenant, je crois que tout le monde... Non, là, maintenant, on a pour les tunnels, oui, pour les tunnels. Je crois que le message est passé. Les budgets pour les écoles, c'est pareil. Alors, voilà. Donc, écoutons la défense politique. Jeune Maison, d'abord, peut-être par rapport à ces différentes interpellations. Est-ce qu'un jour, on pourra dire, voilà, les politiques, je sais que vous ne pouvez pas changer, mais vont faire plus attention à l'entretien plutôt qu'à la création de nouvelles choses, de piétonniers par exemple. Mais pour vous répondre, Marcel Sel, c'est ce que je disais au début de mon intervention, qui n'est peut-être pas nécessairement porteur politiquement, mais je crois qu'effectivement, on doit prendre à un moment donné des décisions qui ne sont pas, entre guillemets, sexy, et qui ne sont pas guidées par l'envie de se faire réélire. Et pour ça, il faudrait... effectivement réformer un tas de choses, la durée des mandats, etc. Ouais. Oui. D'autre part, sur la question de la mobilité, j'habite également à Uccle. Je ne partage pas tout à fait votre avis sur les voitures de société. On aurait dû tous venir ensemble. Pas du tout. Parce que bien sûr, à Uccle, on le sait, c'est vraiment une commune qui est très très mal desservie. Mais je crois que la politique de dispersion totale sur tous les modes de mobilité et d'encouragement de tous les modes de mobilité est absolument néfaste. Je crois qu'on ne prend pas non plus nos responsabilités. On se dit en tant qu'Ucquelois, on a envie de prendre notre voiture, c'est certain. Mais l'avantage fiscal aux voitures de société, même si je ne veux pas qu'on le supprime, ce serait une folie pour le moment de le supprimer. Mais pourquoi ne le réduit-on pas? Pourquoi ne le transformerait-on pas en un choix pour le citoyen de l'intégrer dans son logement, par exemple, au lieu de l'intégrer dans sa voiture? Oui, il faut des solutions concrètes pour se déplacer. Excusez-moi, on va devoir conclure sur ce dossier-là. Je laisse encore un mot à Gauthier Calonne, et après on passe à un autre dossier. Je voulais peut-être dire un mot sur justement l'entretien et les investissements en général, parce que vous avez dit les durées, mais c'est la démocratie d'avoir des renouvellements, et on doit pouvoir être évalué aussi sur la manière dont on conçoit les politiques. Cependant, je pense que c'est important, le temps long en politique, c'est de se dire, mais voilà, on ne fait pas les choses que pour une réélection, que pour 4 ans, 5 ans, il faut les faire à 10, 20, voire 30 ans, et c'est le cas pour au-delà des tunnels, pour d'autres investissements. Moi, je suis au niveau fédéral, je suis les bâtiments publics, par exemple le palais de justice, pour ne prendre que cet exemple-là, avec ces échafaudages, ils vont être enlevés en 2018. Alors moi, je pense que je suis né à une époque où les échafaudages étaient déjà là, donc j'ai connu le palais de justice toujours avec ces échafaudages. Mais non, on m'annonce qu'en 2018, ils vont progressivement être enlevés. Mais on voit que le temps long en politique, et je dirais pour gérer la société, en particulier une ville comme Bruxelles, eh bien, c'est important de prendre aussi cette réflexion-là, et je pense qu'on doit l'avoir, et on doit aussi prendre nos responsabilités en tant que politique. On fait plutôt partie d'une génération un peu plus jeune, et je pense qu'on doit vraiment essayer de marquer ça beaucoup plus fort en se disant, essayons d'avoir aussi une vision d'avenir pour nous, pour notre génération, mais pour les générations suivantes, pour nos enfants. Alors la semaine a été marquée aussi par ces commerçants et ces grandes enseignes en colère qui trouvent que le gouvernement régional ne fait pas suffisamment pour les aider, notamment avec la gestion du tunnel Stéphanie. Reportage de Jean-Christophe Pesès. Très peu de représentants d'enseignes de luxe pour le dire devant notre caméra, mais le constat est sans appel. Dans le haut de la ville, l'humeur est morose. Les problèmes de mobilité plombent la fréquentation. Cette responsable d'un magasin d'ameublement le confirme. La fermeture du tunnel Stéphanie est la goutte qui fait déborder le vase. Les clients qui doivent venir de province ne viennent plus. Nous, on doit se rendre chez les clients, et parce que les gens nous disent qu'avec la une des journaux, avec ce qui se lit sur Internet, par les pages Facebook, etc., que la mobilité à Bruxelles est tout à fait nulle, et que donc les gens ne veulent plus se déplacer. L'association qui rassemble ces marques de luxe est en train d'établir un cadastre pour chiffrer le manque à gagner. Et les premières tendances sont très alarmantes. Il faut quand même savoir que dans le haut de la ville, Sablon, boulevard de Waterloo, avenue de la Toison d'Or, les chiffres de fréquentation sont certainement de l'ordre de 40 à 50% en moins, ce qui est énorme. Et il faut savoir que nos commerces perdent entre 25 et 45% de leur chiffre d'affaires selon leur localisation. Et les représentants du secteur contre-attaquent. Ils exigent un planning précis de réouverture du tunnel, une campagne de communication, et ils n'excluent pas d'aller en justice pour obtenir réparation du préjudice subi. Tout est possible. Je ne suis pas avocat. Nous avons un bureau d'avocats.
qui, je pense, nous a fait de très bonnes recommandations, on n'en est pas là. Vous pourriez demander des dommages et intérêts. C'est une piste qui serait intéressante si ça continue, si ça perdure. Une pétition circule également, c'est une certitude, dans les salons feutrés des boutiques de luxe du haut de la ville. La colère gronde. Alors Salma Awash, est-ce que ces commerçants ont raison de se plaindre ? Il y a effectivement des chiffres, mais on communique certains chiffres, toujours on leur fait dire ce qu'on veut. Ce qu'on sait, c'est que le BMW Brand Store apparemment est le plus touché, il a vu sa fréquentation. Donc c'est le concessionnaire BMW qui est sur le boulevard de Waterloo. C'est pas un concessionnaire, c'est un concessionnaire, mais c'est une sorte vitrine. C'est un concept store pour la marque. Okay, sa fréquentation a baissé de 47% et il est dans l'Union là, donc c'est le plus touché. Lui c'est déjà moins grave puisqu'il ne vend pas. De toute façon il ne vend pas. Bon. Mais il y a quelque chose... C'est un chiffre précis. C'est un chiffre précis, mais ce qui est curieux aussi, c'est que ce sont des commerçants qui se trompent sur la proportion de leurs clients qui viennent en transport en commun et qui viennent en voiture. Alors, 37,8% des clients qui viennent là, ça sort d'une étude précise, viennent en transport en commun, 29% sont piétons. Il n'y a que 31,8% de ces gens, de leurs clients qui viennent en voiture. Alors, est-ce que tout est lié ? C'est les piétons qui passent, qui ont l'habitude de prendre le tunnel Stéphanie. Je crois que la raison, c'est que les piétons, ils sont dans le centre de la ville, chez les Mailleur, et ils ne passent plus au boulevard Waterloo. Je peux comprendre que ça fait beaucoup, c'est du trop estevé, là, en fait, entre le bas de la ville qui est fermé, entre le haut qui est bouché, entre les autres... On va demander à Gauthier Calonne, parce que lui, une des 3 communes qui s'occupent du haut de la ville, c'est XL, donc c'est chez vous. Alors, est-ce qu'on n'oublie pas un peu le haut de la ville ? Oui, mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été entrepris. Je voudrais juste faire un petit correctif par rapport au reportage qu'on a vu. Le haut de la ville, c'est pas que des boutiques de luxe. Il y en a effectivement au boulevard de Waterloo, mais en face, on est sur l'avenue de la Toison d'Or où il y a du commerce, je dirais. Il y a Apple aussi. Il y a l'Apple Store qui est arrivé, il y a le Marks & Spencer, il y a la Fnac. Donc ce sont des locomotives commerciales qui ont d'ailleurs permis de créer de l'emploi. Ce sont, comme on dit, des locomotives économiques qui créent de l'emploi et qui créent aussi de nouveaux commerces qui viennent par cet effet d'attractivité. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été entrepris par les communes, en ce compris la commune d'Ixelles, pour vraiment maintenir ce pôle de l'entre-deux-portes, comme avec la chaussée d'Ixelles également, comme le deuxième pôle, le premier restant toujours la rue Neuve, mais pour que ce soit le deuxième pôle le plus attractif au cœur de la ville, puisque l'idée n'est pas non plus d'envoyer les gens dans les centres commerciaux aux alentours. Quand j'entends Bruxelles, mais il y a des choses simples et qui ne coûtent pas d'argent, quand j'entends Bruxelles Mobilité communiquer le jour ou le lendemain de la fermeture des tunnels en disant aux gens évitez d'aller faire vos courses et évitez de fréquenter les magasins du centre parce qu'il y aurait des ennuis et des embouteillages, je peux comprendre que les commerçants qui sont actifs dans cette zone-là se disent ça c'est de la publicité déloyale et gratuite pour Waterloo, Anvers ou pour Louvain-la-Neuve. Non mais franchement, là au niveau de la communication, on peut quand même comprendre que ces gens ne soient pas contents. Oui, mais enfin, on peut difficilement dire tout va bien, venez rajouter encore au trafic. Donc le rôle de Bruxelles Mobilité, c'est ça. Mais il faut être prudent. Par contre, je vais aller dans votre sens, dans le sens où effectivement les commerçants se plaignent, je comprends qu'ils se plaignent au moment où il y a un problème avec le tunnel Stéphanie. Maintenant, il semble que ça va être réglé pour le mois de mai. Ils se plaignent de la communication. C'est vrai que les médias ont très peu communiqué que la bretelle pour aller vers la porte de Namur venant de l'avenue Louise, moi j'ai mis 2 semaines à oser aller dans ce coin-là et pourtant j'écoute beaucoup les journaux. Je crois que les médias l'ont dit, mais c'est complexe. Oui, la situation est complexe. Oui, elle est complexe. Oui, je sais. Bon, ça c'est la deuxième chose. Et puis par ailleurs, quand ils disent qu'ils vont porter plainte, qu'il y a un préjudice, contre qui ils vont porter plainte, contre la ville de Bruxelles, contre la région, le gouvernement, contre l'État, contre la région. Et puis, mais je ne vois pas comment on pourrait justifier ce préjudice. On va laisser la conclusion sur ce chapitre-là à Joël Maison, savoir si les commerçants d'Uccle en profitent. Oui, ils en profitent. Il n'y a pas d'enseigne luxueuse de ce type à Uccle. Elles sont plutôt comparables à celles que l'on trouve soit chaussée d'Ixelles, soit en face. Non, plus sérieusement, les commerçants ont effectivement joué de malchance. Il y a eu l'alerte terroriste, il y a eu le piétonnier, il y a eu les tunnels. Et effectivement, je comprends leur désarroi et surtout celui aussi du personnel qui travaille dans ces magasins, pas nécessairement sur lequel forcément risquent de rejaillir les problèmes économiques. Alors je voudrais quand même mettre en exergue 2 mesures. Il y a eu un contrat, une convention cadre qui a été signée entre
la ville de Bruxelles et Atrium, et qui va permettre donc d'aider ces commerçants. Bon, une très légère pique, mais le MR a mis un certain temps à adhérer à cette convention, mais je me réjouis que maintenant ce soit fait. Et Didier Gauzoin va aussi proposer un appel à projet dans 10 quartiers du Pentagone qui permettra de remettre le focus sur les singularités de ces quartiers et de mettre en lumière les commerces attenants à ces quartiers. Alors j'ai promis le dernier mot à Christophe Ginisti. Je voulais juste faire une remarque qui est très, à mon avis, très, très importante. Il ne faut pas associer ou amalgamer le commerce du luxe avec les autres formes de commerce. C'est quelque chose, toutes les études vous le montreront. Le commerce du luxe de très haute gamme, comme là on l'a vu, répond à des critères qui sont très spécifiques. Des critères qui sont, on se dit pas, tiens, je vais pas m'acheter un sac de marque à 6 000 € parce qu'un tunnel est fermé. C'est pas ça, ça se passe pas comme ça. Il y a un environnement qui est un environnement propice à un achat de luxe, qui implique également les populations étrangères, les touristes qui viennent dépenser de l'argent et qui viennent de loin. Donc c'est totalement réducteur d'imaginer que la fermeture d'un tunnel ou les difficultés de circulation autour pénalisent le commerce de luxe. Ils ne pénaliseront jamais le commerce de luxe. Ils peuvent pénaliser le commerce traditionnel, mais pas celui-ci. Merci, c'était pertinent, ça valait la peine. Et on va parler toujours d'économie, mais cette fois-ci en écoutant le ministre de l'économie qui était plutôt content cette semaine, Didier Gauzoin. Écoutez-le. Bruxelles est le meilleur élève en l'espèce, puisqu'on a vu sur l'année une diminution de près de 30%, 28% de diminution des faillites. Là où en Flandre, il y a une légère augmentation du nombre de faillites. Et les faillites que nous enregistrons sont des faillites avec très peu de conséquences en termes d'emploi. Donc là aussi, ce sont des bonnes nouvelles, même si on doit toujours regretter une faillite, bien évidemment. Mais incontestablement, à Bruxelles, plus que dans les 2 autres régions, les indicateurs sont au vert. Mais il faut être prudent. Depuis à peu près 10 ans, on voit le taux de chômage qui ne fait que croître. Le taux de chômage, c'est l'augmentation de la précarité, la diminution des revenus. Et moi, je l'ai toujours dit, la seule manière de redresser Bruxelles, c'est évidemment de s'attaquer à ce fléau qu'est le chômage. Et le chômage des jeunes qui préfigure les prochaines générations. Et donc, si on veut augmenter le revenu, on doit remettre des gens au travail. Alors Gauthier Calonne, Didier content, mais Didier prudent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense qu'effectivement, il faut faire preuve aussi de modestie dans ce dossier-là. C'est vrai que les chiffres sont encourageants. On dit qu'effectivement, il y a moins de faillites et je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Et ceux qu'on peut d'ailleurs féliciter d'abord, ce sont les entrepreneurs qui créent, eux, de l'emploi et qui prennent leurs responsabilités et qui bossent tous les jours pour ce faire. À côté de ça, on dit le taux de chômage est en train d'un petit peu diminuer. Bruxelles, on reste quand même la lanterne rouge par rapport aux autres régions du pays, puisqu'on est à peu près à 18% à Bruxelles, 14% en Wallonie et 9% en Flandre. Donc on est quand même encore lanterne rouge, et on est lanterne rouge en termes de capital au niveau européen. On est les derniers. Alors on est en train d'inverser la courbe, et donc quand je dis content mais prudent, je peux effectivement que me réjouir que ces chiffres baissent, mais en disant attention, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a des mesures qui sont prises au niveau bruxellois, mais aussi au niveau fédéral avec le tax thrift. Je pense que la mesure zéro cotisation pour le premier engagement à vie, ça peut quand même booster un certain nombre d'emplois, et ça peut donner l'envie aussi à des entrepreneurs d'engager une personne en se disant tiens, là il y a une aide, et ça crée un climat de confiance qui peut être une vague qui va s'en suivre, on espère en tout cas. Alors Joël Maison, c'est grâce à qui ces baisses de chômage et autres? Moi, je trouve que Didier Gauzoin est trop modeste. C'est sa personnalité en même temps. Donc je voudrais quand même lui rendre hommage. C'est pas... Il y a plusieurs facteurs. Il y a les exclusions du chômage aussi. Oui, j'allais dire, les mesures fédérales du précédent gouvernement. Il y a la relance économique dans une certaine mesure qui explique aussi, mais bon, ça n'explique pas que le chômage continue à ne pas baisser et les faillites en versent. Mais je crois qu'il y a les premiers effets de la garantie jeune et de toute la politique de Didier Gauzoin par rapport à la formation, parce que je crois que ça a été le seul ministre à augmenter l'enveloppe de la formation avant même d'avoir réformé cette formation. Maintenant, il y a un décret formation qui va faciliter vraiment les contacts entre Actiris, les jeunes et les entreprises en pénurie. Il y a le contrat d'insertion qui va entrer en vigueur à partir du 1er juillet et qui va permettre à tous les jeunes qui ne sont pas encore sauvés par cette garantie jeune d'avoir un contrat de type ACS. Donc les résultats devraient encore s'améliorer. Et il y a l'aide à l'entrepreneuriat aussi,
qu'il pousse très très fort. Donc je pense que c'est vraiment dans la déclaration de politique régionale l'axe principal, et c'est vraiment le vœu de Didier Gauzoin. Il l'avait annoncé dans le défi social bruxellois aussi, un livre qui ne date pas d'hier. Mais là, il arrive vraiment à êtes mettre... un Gauzoin fan. Mais je le trouve très performant. Du même parti. Je remarque que c'était une Milky fan au début de l'émission, et ils ne sont pas du même parti. Hein, donc, vous voyez comme je suis objective. On va parler de Charles Michel maintenant, dans un instant. On va parler... Je serai moins fan. On va voir. On va parler, pour notre dernier sujet, je voudrais qu'on parle des capacités de nos enquêteurs. Est-ce qu'ils ont laissé passer l'occasion, lors de l'été 2014, d'empêcher le passage à l'acte des frères Abdeslam? Sur notre antenne, Georges d'Allemagne demande une commission d'enquête. Écoutons-le. Je note ici, en tout cas à Bruxelles, en Belgique, que chaque fois qu'un parlementaire pose une question, on lui dit non, désolé, l'enquête est en cours, on ne peut pas vous répondre. À Paris, en France, l'Assemblée nationale a décidé de l'ouverture d'une commission d'enquête. Cette commission d'enquête travaille publiquement et elle a commencé ses travaux il y a 6 semaines. Je ne vois pas pourquoi ce qui est possible en France n'est pas possible en Belgique, et donc moi je souhaite qu'il y ait là effectivement des informations qui soient données sur ce qu'on sait, sur ce qu'on savait, sur la réalité des informations qui existaient notamment en été 2014. Gauthier Calonne, votre réaction là-dessus? Est-ce qu'il faut une commission d'enquête? On parle de faits qui ont eu lieu à l'été 2014, oui. Donc bien avant la série de malheureuses d'attentats qu'on a connus, et depuis des mesures qui ont été effectivement prises. Alors, M. d'Allemagne parle de commission d'enquête parlementaire, mais omet de dire que pour l'instant, le dossier est dans les mains du comité P. Donc moi je pense qu'il ne faut pas non plus brusquer les choses, se dire qu'il faut d'abord effectivement avoir cette enquête du comité P pour avoir effectivement toute la clarté sur cette affaire, et puis après on verra bien. Mais je pense qu'effectivement depuis des mesures ont aussi été prises. Il y a une série d'abord 10 mesures puis 12 mesures qui ont été implémentées par le gouvernement fédéral ou qui sont en passe de l'aide pour justement renforcer aussi les capacités de ces enquêteurs et renforcer aussi tout ce travail pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions par rapport aux malheureux événements qu'on a connus. Oui. Alors Joël Maison, commission d'enquête, pas commission d'enquête? Commission d'enquête. Je ne vais pas vraiment vous étonner. Je ne suis pas un gouvernement actuel fan. Et je trouve aussi que quand on se permet d'aborder des mesures ou de pressentir des mesures comme les empreintes digitales pour tout le monde, alors qu'il y a eu des carences manifestes telles qu'on a pu les mettre en lumière ou à moitié en lumière, raison pour laquelle la commission d'enquête serait tout à fait pertinente, aurait toute sa pertinence, eh bien, je trouve qu'on travaille à l'envers. Et puis je trouve aussi que le manque de moyens à la justice, c'est peut-être un autre volet, mais on parle beaucoup de la police, on parle beaucoup de la répression, on parle beaucoup du fichage, mais c'est scandaleux qu'on ne remplisse pas les cadres de magistrats, et ça, ce serait bien peut-être que vous y consacriez une émission spéciale, mais je crois que ça c'est vraiment... Il y a justement la patronne d'un syndicat de magistrats qui disait que justement le néolibéralisme c'était du fascisme aujourd'hui, et elle donnait comme l'exemple la justice. Ça vous a choqué ça, Jean Maison? Le titre est évidemment volontairement et délibérément provocateur, mais je crois que c'est utile, même peut-être en n'utilisant pas le terme fascisme, mais je crois qu'il est utile de secouer un petit peu les mentalités et la population et d'attirer l'attention des politiques et des gens sur ce scandale qu'est le sous-effectif des cadres des magistrats. Ce n'est pas logique. Le pouvoir judiciaire est le garant de notre démocratie, l'équilibre entre la séparation des pouvoirs et l'équilibre entre chaque pouvoir. Vouloir ficher, c'est donner un pouvoir démesuré au pouvoir exécutif, et ne pas remplir le cadre des magistrats, c'est ruiner le pouvoir judiciaire. C'est ce qu'on est en train de faire, et je trouve ça scandaleux. La parole à Gauthier Calonne. Non, moi, juste pour répondre dans un premier temps sur le titre, moi j'étais particulièrement choqué. Je pense que c'est excessif. Tout ce qui est excessif est insignifiant, on dit. Je pense que là, ça n'a jamais été aussi fort le cas. Et par ailleurs, on doit éviter ce genre de caricature. Ça n'est bon pour personne et ça ne sert pas la démocratie, ce genre de déclaration à l'emporte-pièce. Mais non, moi je siège aussi en commission de la justice au niveau fédéral, donc je suis aussi attentif à toutes ces questions. Je pense qu'effectivement, il faut donner davantage de moyens aux enquêteurs, mais aussi au niveau de la justice. Et donc c'est des choses auxquelles moi, voilà, en tant que parlementaire,
je veille et donc j'essaye aussi que ça puisse bien fonctionner, mieux fonctionner, parce que ça doit toujours mieux fonctionner. On va passer au coup de cœur de nos chroniqueurs, comme ça qu'on va terminer l'émission. Et on va commencer tout de suite par le coup de cœur de François Heureux. Et voilà, encore un lieu de culture et de sortie bruxelloise qui ne s'en sort pas dans ses finances. C'est le Samoil à Scarbeck, vous connaissez, près du square Eugène Plasky. Voilà, c'est triste, mais c'est un de ces lieux qui n'ont pas assez de subsides, qui ont sans doute amassé des dettes qui ne sont même pas à eux, mais qui viennent d'une gérance avant. C'est des gens qui s'investissent beaucoup, qui proposent des choses intéressantes. Il y a du théâtre, il y a des quiz musicaux, il y a des concerts, enfin voilà. Donc, ils proposent aux gens un petit geste pour les aider. Je pense que ça peut être pas mal. Un petit geste pour l'os. Voilà, un petit geste pour l'os à moelle. Salma Awash. Oui, parce que Bruxelles, c'est pas que des tunnels et des alertes 4, c'est aussi des talents prometteurs. C'est la petite Elie Delvaux. Je dis la petite parce qu'elle a 16 ans. Elle est passée à The Voice. Elle a fait un battle qui a fait donner la chair de poule à beaucoup de ceux qui étaient présents. Et donc, elle a besoin de beaucoup de soutien pour arriver pour son prochain passage le 21. Et c'est vraiment un coup de cœur parce que voilà, des jeunes talents comme ça qui en veulent et qui se battent pour avoir ce qu'ils veulent à leur âge, c'est pas mal. Marcel Sel. Moi, je voudrais tuer un cliché jusqu'à l'os à moelle avec ma voice. C'est Eric Wekeman. Désolé. C'est Eric Wekeman de Brakel. Alors, le cliché, c'est, on croit toujours on dit toujours, les Flamands sont plus disciplinés. Eh bien là, nous avons un Flamand qui a montré que ça n'est pas toujours vrai, et ça n'est d'ailleurs pas vrai. Il voulait faire un garage à la place de l'épicerie de sa femme, et la commune lui a interdit de faire ses travaux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a modifié sa vitre, comme on le voit ici. Il a modifié le petit mur. Il en a fait tout un pan qui s'ouvre pour pouvoir rentrer sa voiture et la ressortir en 2 minutes. Et il faut aller voir la vidéo. C'est sur le site de la RTBF. C'est très ingénieux comme système. Vous remarquez, Jean-Jacques, The Voice, aussi de la RTBF. J'ai même pas plus besoin de faire la pub. J'ai même plus besoin de faire la pub pour ma propre maison. Ça va le dire. Il n'y a plus besoin de vous inviter, en fait. C'est ça un peu. Les autres parlent de vous. Alors, on va terminer avec le coup de cœur de Christophe Génisty. Alors là, on ne peut pas dire c'est The Voice, on va dire c'est le regard, c'est quelque chose d'assez terrifiant. La moumoute aussi. C'est la moumoute, enfin je serais assez mal placé pour critiquer ces choix capillaires. Non, en fait ce qui s'est passé, c'est que les Américains, donc Donald Trump a gagné le Super Tuesday mardi dernier, et en fait il plonge le parti républicain dans un malaise absolument colossal. Il y a un dossier spécial du New York Times qui a été fait cette semaine sur comment les républicains vont pouvoir se débarrasser de cette chose encombrante. Et on le voit dans la photo qui a été que j'avais sélectionnée. On voit Donald Trump qui fait son discours parce qu'il vient de remporter sa victoire. Et derrière lui, il y a ce pauvre Chris Christie qui est là derrière la scène et qui, pendant tout le discours, faut le voir sur Internet, c'est absolument incroyable, le regarde en se disant mais qu'est-ce que je fais là ? Et quelle est cette espèce d'animal qui est en train de s'exprimer ? Et le type porte tout le malheur du monde. C'est à la fois pathétique, mais un petit peu réjouissant de voir qu'il y en a quand même qui s'en rendent compte. J'espère que nos téléspectateurs ne sont pas dans cet état en train de nous regarder. Merci à tous les invités et à tous les chroniqueurs. Merci pour votre participation à l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition des Experts. Bon week-end.